Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette webconférence ATEP à 1 heure, un adhérent, une solution. Ce sont des webconférences qu'on organise dans le cadre des 5 ans du syndicat. Dans le cadre des 5 ans de l'ATEP, on organise un cycle de 10 webconférences. Donc je vous remercie de votre présence et de votre participation. Donc pour l'organisation, donc les micros et les caméras sont coupés et je réouvrirai vos caméras et vos micros en fin de présentation pour la session de questions-réponses. Ça sera plus sympathique que chacun puisse poser sa question en direct. Donc je me présente, je suis Jérémy Steninger, le délégué général de l'ATEP et je suis accompagné ce matin d'Anthony Borel qui est consultant formateur chez AB Consultance, notamment sur les sujets d'assainissement non collectif. Donc le thème de ce matin, c'est le service public d'assainissement non collectif, état des lieux, diagnostic du fonctionnement, audit. Enfin, on peut employer plusieurs terminologies pour un même sujet. On verra avec Anthony quel est ce sujet et comment on le traite. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'ATEP. Donc l'ATEP, c'est une organisation professionnelle qui fête ses 5 ans cette année, donc qui est active sur tout ce qui est stockage, traitement et valorisation des eaux à l'échelle du bâtiment et de la parcelle. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être séparation à la source et assainissement non collectif, tout ce qui est gestion durable et intégrée des eaux pluviales à l'échelle des parcelles, et tout ce qui est valorisation des eaux à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, que ce soit récupération et utilisation d'eau de pluie ou recyclage des eaux grises. Donc, l'ATEP, c'est un syndicat professionnel qui rassemble 35 entreprises, donc 35 adhérents, qui sont à la fois des industriels fabricants de solutions, mais également des sociétés de services qui proposent différents types de services. Ça va du bureau d'études spécialisé en environnement au groupement de vidangeurs, en passant par des distributeurs de matériaux. Donc on a un panel très très large d'acteurs, tous concernés par nos thématiques et tous dans le métier. Donc en 5 ans, on a positionné l'ATEP comme un syndicat professionnel de référence et on a créé un véritable centre de ressources pour comprendre et agir. On a fait beaucoup d'actions à ce webinaire et dans cette continuité-là de vulgarisation des sujets et d'appropriation des sujets par les acteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'outils à disposition, en fait. Ce sont des dossiers thématiques, des synthèses, des études ou des replays de conférences ou des interviews sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver tout ça en libre téléchargement, en libre accès gratuit sur notre site internet et sur la page YouTube du syndicat. Donc, les 10 webconférences que je vous disais qu'on organisait, qu'on lançait à l'occasion de ces 5 ans. Donc, 1 heure, un adhérent, une solution. Il y en a déjà eu une en octobre avec la société Sanisphère où on a fait un état des lieux de la mise en œuvre des toilettes sèches en France. On a ce matin le point avec Anthony sur l'audit du SPANC et il y a déjà 3 autres webconférences qui sont calées, planifiées avec intervenants et sujets. Un sujet en décembre avec la société Soprema autour de la réutilisation des eaux grises en toiture. En janvier avec Fontaine Ingénierie sur le dimensionnement des systèmes de récupération d'eau de pluie. Et en février avec la société Signature Biodiversité, qui a un label Signature Biodiversité, et notamment voir comment est intégrée la gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans ce sujet-là. En ce qui nous concerne ce matin de l'ANC, je tiens à vous signaler que la semaine dernière, l'ATEP était présent sur le Salon des maires et des collectivités locales. On y était en tant qu'animateur force sur la place de l'eau. Donc on a profité de cette place de l'eau pour faire un certain nombre de communications et de publications. Vous voyez au-dessus un essentiel hors série qu'on a sorti l'eau en commun, l'eau en commune. On a sorti les résultats d'une enquête d'opinion. On a fait une enquête d'opinion auprès de 250 collectivités et 1000 Français. Et un des premiers chiffres qu'on a sortis, c'est qu'une collectivité sur 2 souhaite accompagner les particuliers à travers d'opérations groupées de rénovation des dispositifs d'ANC. Donc c'est très très intéressant de voir cette forte mobilisation. 50% des collectivités souhaitent s'engager dans cette voie-là. Donc c'est plutôt intéressant et prometteur pour le sujet. Et on en a profité pour faire un certain nombre de propositions à intégrer dans les mandats, dans les projets de mandat pour les élections municipales, comme l'installation de toilettes sèches dans les espaces publics comme les parcs et jardins, réhabiliter les installations d'ANC des bâtiments communaux, inciter à aller vers des opérations groupées de rénovation de l'assainissement non collectif par la commune, informer et inciter les usagers à un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est
qui est l'entretien, la maintenance et la réhabilitation des installations. Et puis, on démarre un nouveau mandat, que ce soit communal ou intercommunal, de faire un bilan, un état des lieux, un diagnostic de son SPANC, une audite, peut être une action intéressante pour les élus et pour les services. Donc là, je vous remets juste une petite diapo qui rappelle les 10 propositions que la TEP a portées depuis les dernières élections législatives, avec notamment la stimulation de la réhabilitation de la NCE et d'inscrire tous nos sujets de gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment et de la parcelle dans le cadre général de l'environnement, avec une conformité des installations, une obligation d'entretien, aller vers une intégration de l'eau dans le carnet d'information du logement, aller vers la mise en place d'un DPE, DPE eau, équivalent du diagnostic des performances énergétiques. Et au-delà des opérations groupées qu'on peut avoir avec l'aide de certaines agences de l'eau, les agences de l'eau réabordent le sujet de l'ANC pour certaines, d'aller peut-être vers un dispositif général et d'intégrer tout ce qui est assainissement et eau à l'échelle du bâtiment dans le dispositif France Rénov'. Donc vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble de nos publications, comme je vous ai dit, en téléchargement libre et gratuit. Et ça me permet maintenant de céder la parole à Anthony et je vais arrêter le partage. Voilà. Donc Anthony, je te laisse la parole et le partage. Ok, merci Jérémy. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vais essayer de finaliser quand même le partage. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ça doit. Je vais décaler ceci. Merci tout d'abord à la TEP pour permettre à ses adhérents de mettre en avant une spécificité de nos métiers. Avant de vous présenter le plan d'intervention, je vais me présenter. Donc, euh, Anthony Borel, donc ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'assainissement non collectif. J'ai même envie de dire que ça ne m'a jamais quitté. Ça a été ma première expérience professionnelle en 99. Et depuis, j'ai cessé de continuer à travailler de près ou d'un peu plus loin sur ces thématiques d'ANC. Cette expérience, je l'ai ventilée aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, avec une majorité d'années, près de 17 ans, dans des collectivités territoriales. Et puis, depuis maintenant presque 2 ans, puisque je vais vous montrer la date de création de la société au 1er décembre 2023, 2 années que j'ai souhaité créer une société qui à la fois propose des accompagnements sur l'exercice de la compétence ANC pour les collectivités, mais aussi qui a été agréé organisme de formation en avril 2004, là aussi, spécialement dans les métiers liés à l'ANC. Et puis, je suis membre de l'ATEP depuis 2024. Alors, AB Consultants, c'est une toute jeune société, comme je vous le disais, avec un seul salarié, moi-même. Les activités, c'est de la formation professionnelle et des missions de consultance sur la thématique de gestion de l'eau à la parcelle. Il y a encore quelques temps, je pense que je serais resté axé sur l'ANC. Mais aujourd'hui, on peut plus se contenter d'être focus uniquement traitement des eaux usées. On doit aussi penser comment on peut les réutiliser et puis on doit aussi prendre en compte la récupération d'eau de pluie pour limiter les usages enfin les usages de l'eau potable. Donc les principaux clients, ça reste les collectivités territoriales, mais pas que. Les formations s'adressent aussi à des artisans via les CAPEPS et l'ATP, des formations aussi vis-à-vis des prescripteurs, ou encore des formations ou accompagnements sur les industriels soucieux de vouloir former au mieux leurs équipes ou tout simplement de réfléchir au marché de demain, notamment dans l'évolution des textes réglementaires. Si je devais définir quand même une spécialité sur mes missions, ça reste vraiment tout ce qui est lié à la compétence ANC et plus spécifiquement tout ce qui touche le SPANC. Alors, quand je vous ai parlé de consultance, de formation, là aussi, une dernière slide. Dans la consultance, quand on dit accompagner les collectivités, ça vise à les aider à moderniser l'exercice de cette compétence en optant pour une démarche ou un concept SPANC 2.0,
Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais y revenir ensuite. C'est aussi aider les collectivités à dimensionner un service cible. Un service cible, c'est ce que l'on veut faire, le niveau de service qu'on veut rendre aux usagers. Et ensuite, il faut être capable de mettre les moyens en corrélation avec ce qu'on souhaite faire. Proposer un appui technique administratif, ça pourrait être un petit peu une forme de d'hotline de l'ANC, sauf que c'est pas par téléphone, ça se fait plutôt par mail, par note écrite. Donc c'est souvent des questions très juridiques ou très réglementaires. Et puis il y a aussi une mission, je vous disais, d'accompagnement, pas que sur des collectivités, mais aussi des entreprises privées, sur des sujets de marketing ou de tout simplement de développement de synergie avec tous les acteurs de l'ANC. La formation, je pense que vous visualisez assez bien. Un format très classique, hein, avec le centre de formation à Lons-le-Saunier, dans le Jura, avec des formations collectives très sectorisées, notamment une formation par métier. C'est-à-dire qu'au niveau des SPANC, je propose 3 formations, une dédiée aux techniciens, techniciennes, ou du moins personnel en charge des contrôles, une seconde formation dédiée aux assistants administratifs, qui pour moi, j'aime l'appeler le couteau suisse du SPANC, est vraiment une fonction pilote dans le bon fonctionnement d'un SPANC. Et puis une troisième formation dédiée plutôt aux responsables de service ou aux personnes coordinateurs, coordinatrices du service sans lien hiérarchique, puisqu'un SPANC, c'est un SPIC, et comme tout service à caractère industriel commercial, ça se pilote, ça ne se dirige pas comme un service finance ou RH, et il y a vraiment des spécificités liées à ce SPANC. L'autre particularité de la formation, c'est que je propose des formations intra-collectivité ou intra-entreprise. Aujourd'hui, on nous parle sans cesse de bilan carbone, d'avoir une approche écologique. Ça me paraissait normal de pouvoir proposer le principe du formateur qui se déplace à l'apprenant. Dans la formation, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent: Anthony, ce n'est pas que je ne veux pas me former, c'est qu'aujourd'hui j'ai des obligations familiales, personnelles, et qu'il m'est difficile de découcher 3 nuits, 4 nuits. Donc il y a aussi un vrai intérêt à pouvoir venir sur votre site, vous former, dès lors qu'on est 3 personnes, 4 personnes, tout dépend de la distance. En matière de coût, c'est intéressant. Et puis, hormis le coût, vous avez du personnel qui effectivement, enfin, qui peut venir se former à des mêmes horaires que sa collectivité et sans avoir ces fameuses obligations, enfin, en tout cas, qui peut respecter ses obligations familiales. Pour terminer, alors quelques illustrations. Vous entendrez souvent parler de pédagogie active. C'est une des spécificités de la formation. On peut connaître l'ANC depuis 20-25 ans. Être en capacité ensuite de le transmettre, ça c'est tout autre chose. C'est pour ça que je suis retourné à l'école, hein, et que, passé 3 mois, j'ai pu obtenir ma certification de formateur. Et j'ai choisi une matière, enfin, une spécificité de transmettre qui est de la pédagogie active. Je vous montre quelques photos. À gauche, vous aviez une photo de la communauté de communes Saint-Marcellin-Vercors en Isère, où justement on est dans de l'intra-collectivité, où je me suis déplacé au sein de ce service. Sur les autres photos, vous avez aussi ce qui caractérise bien la pédagogie active, c'est-à-dire des ateliers. On dit souvent, on est maître de son propre apprentissage, et c'est ce que l'on fait soi-même que l'on retient. Donc, la pédagogie active, retenez que c'est pas 7 heures assis sur une chaise avec 90 slides par jour qui vont vous être défilés. Vous allez vous-même travailler en binôme, seul. Vous allez être mis en situation. Notamment, je parle pour les SPANC sur ce qui est fait. Voilà. Et le tout dans une bonne humeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les tableaux numériques, avec les moyens que l'on a, on peut faire vraiment des choses sympas. Une autre particularité de la formation, c'est ce que je vous disais, lorsque je fais aussi de l'accompagnement sur terrain, ça, c'est vraiment du personnalisé. Et vous le voyez peut-être pas, mais en grossissant un peu, via ces petits appareils, on fait beaucoup d'analyse vidéo. Je fonctionne énormément comme ça. L'analyse vidéo, bah, ça ne trahit pas. C'est-à-dire lorsque vous allez filmer l'ensemble d'une visite, d'un contrôle, hein, pour un SPANC, le lendemain, lorsque vous débriefez avec le ou la technicienne, vous voyez de suite ce qui a marché, ce qui peut être amélioré. Typiquement dans la terminologie, souvent lorsqu'on utilise le mot contrôle, la réaction de l'usager, elle est visible sur une vidéo qu'on n'a pas forcément perçue en étant sur le terrain.
Encore plus quand il fait des froids comme c'est le jour-là, où on regarde pas tout. Voilà un petit peu au niveau de mes missions. Et ça me paraissait important puisque c'est aussi l'objet, hein, en tout cas, nous permettre, via la tête, de mettre en avant nos spécificités métiers. Alors, le plan d'intervention que je vous propose, on a souhaité, en tout cas, avec Jérémy, en tout cas, je lui ai proposé de ne pas vous présenter que ce que je fais au niveau de l'audit, mais aussi d'alimenter, de vous partager des résultats. Donc, je peux vous dire, vous serez les premiers à voir la compilation des différentes enquêtes de perception que je fais aux usagers. J'y reviendrai. L'enquête de perception fait partie du processus durant l'audit. Et l'idée, c'était aussi que cette webconférence, elle vous apporte quelques informations, notamment sur quelques chiffres de la situation actuelle des SPAN, comment le SPAN, de manière globale, au niveau France, peut être perçu à travers les usagers. Donc, un premier point de la création à la situation, vous présenter ce que j'entends par ce SPAN 2.0. Troisième point qui sera la démarche de l'audit, que vous ayez une trame, un squelette de comment elle se déroule. Euh, L'organisation de cette mission, un retour d'expérience via des élus sur les audits déjà réalisés, et puis on terminera par conclusion, premier enseignement, piste d'amélioration, avant de vous laisser la parole. Alors, par avance, je m'excuse si vous me voyez à des moments marquer des pauses, boire un peu. Jérémy vous disait qu'on était au Salon des maires la semaine dernière et je crois que j'ai ramené quelques microbes de Paris. Donc, je vais tâcher de préserver ma voix en buvant un peu d'eau chaude avec du miel régulièrement. Alors, historique création des Spanks, ça, je pense que c'est quelque chose, peut-être que vous savez, que vous ne savez pas. Faut toujours repartir un peu de l'historique. Ce métier, hein, cette profession, elle est apparue comment? C'est la loi sur l'eau de 3 janvier 92 qui impose la création des SPANC au plus tard au 31 décembre 2005. C'est-à-dire qu'en gros, on veut que pour la Saint-Sylvestre 2005, il y ait une délibération avec la création d'un SPAN. Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, c'est ce que peu savent, c'est que c'est un arrêté ministériel de mai 96, qui est un arrêté technique, qui en fait est venu un petit peu booster, pimper le fait de créer les SPAN. Cet arrêté de 96, sans rentrer en détail, avec des prescriptions techniques, les premiers qui se l'ont accaparé et qui l'ont travaillé, c'est pas les collectivités, ce sont les installateurs, les artisans du BTP, via leur fédération, CAPEB, FFFB, qui eux ont vu là une occasion, avec des règles, j'allais dire de l'art, en tout cas des prescriptions techniques plutôt assez précises dans l'arrêté, de se distinguer, et donc ils se sont formés à respecter les 70 cm de sable, les dimensionnements, puisqu'avant c'était un petit peu comme chacun le sentait. Donc cette profession était prête, mais derrière, il n'y avait pas les organismes pour contrôler. Donc, c'est aussi grâce à eux, et ça, on ne le sait pas tout le temps, et c'est arrêté, que finalement, les premiers SPANC ont commencé à apparaître plus tôt au début des années 2000. Alors, les premiers seraient 98, 99, à l'échelle d'un département. Je vous disais, moi j'ai commencé en 99 dans ce qu'on appelait un SATA, Service d'assistance technique et d'assainissement autonome dans le Jura. Ça devait être la troisième ou quatrième structure. Le Civeau Mallier était parmi les premiers, le SATES d'Indre-et-Loire. Voilà un petit peu en tout cas la configuration des premiers départements. Donc, des premiers stands, pardon. Donc aujourd'hui, on est quand même à 20-25 ans d'existence au niveau de ces structures. Bon, pour continuer un petit peu dans l'historique et pour terminer, les premiers sont arrivés, mais c'est vraiment au compte-gouttes. Du coup, on a eu une seconde loi, la LEMA, la loi sur l'eau et du milieu aquatique, 30 décembre 2006, qui, elle, a été un peu plus loin. Elle n'a pas dit que les SPANC devaient être créés fin décembre 2012. Elle a dit que les contrôles, c'est-à-dire que minimum, toutes les installations devaient avoir une visite. Donc, de là, pour aller un peu plus vite, on a commencé à avoir un métier de l'assistante administrative ou la secrétaire dédiée au SPAN. Pourquoi? Bah, il fallait rattraper un petit peu le retard. Et vu qu'un technicien, à la base, sa plus-value, elle est sur le terrain, pas forcément d'aller faire des rapports, d'aller prendre des rendez-vous. Donc voilà un petit peu la chronologie du SPANC. Alors aujourd'hui, j'entends souvent parler de 3600 SPANC. Ce chiffre-là, il est plus d'actualité. Aujourd'hui, on est plutôt sur un chiffre de 2695, 2696 SPANC, encore une fois, référencé d'après CISPA, hein, l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement, sur 2024. Donc, globalement, c'est en tout cas le chiffre pour lequel moi je suis plus en phase que les 3006.
On a donc ce que j'appelle des EPCI à fiscalité propre, hein, donc hors syndicat, communauté de communes, communauté d'agglo, environ 1250, et quasiment toutes prennent la compétence, puisque c'est une compétence obligatoire. Et sur cette info, vous avez aussi la répartition à la louche, hein, par région, du nombre de SPANC en France pour arriver à ces 2700 structures. Jérémy, je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que la visio, elle est ensuite, elle pourra être vue? Est-ce que c'est les personnes qui la suivent auront ces chiffres ou pas? Oui. D'accord. Bah, la visio, elle sera en replay sur la chaîne YouTube. Ok. Bon, voilà. Merci pour l'info. Alors, je continue. Donc, je vais assez vite, hein, mais vous, en tout cas, vous aurez possibilité de revoir les chiffres si ceux-ci vous intéressent, en tout cas dans votre propre région. Alors, permettez-moi de prendre juste quelques minutes. On a parlé un peu de la création des SPANC, de parler de la fonction de technicien et un peu pourquoi le législateur il a créé les SPANC et ce qu'il en attend de la fonction. Déjà, c'est une profession qui est reconnue par le ministère de la Transition écologique. Il y a une fiche de poste et il y a un référentiel métier. Quand on est en tout cas en formation, moi pour ma part, mes formations sont conformes au référentiel métier. On a un socle minimum de tout ce que l'on doit traiter sur des formations. Il y a eu un groupe de travail, le fameux PANANC, Plan d'action national d'assainissement non collectif, et je vous ai remis la finalité de ce PANANC, PANANC composé d'associations de SPANC, hein, que vous avez sous les yeux, de FNCCR, des ministères, c'est d'exécuter des missions de contrôle réglementaire des installations de l'ANC pour lutter contre l'insalubrité publique et œuvrer pour la préservation de l'environnement. C'est ça, à la base, la finalité, en tout cas l'idée du législateur. Donc, toujours aller chasser ce risque sanitaire ou environnemental. Ça, ce sont des risques sanitaires. Contact avec des eaux usées, des eaux partiellement traitées ou brutes en contact avec un être humain, avec des animaux. Mais c'est pas forcément ça. Je ne vais pas plus loin, ça pourrait être un très grand débat. Aujourd'hui, on a quand même une certaine dérive, et je sais que dans les formations, ça amène beaucoup de discussions avec des SPAN qui pensent que la mission est axée sur des règles de l'art, alors qu'elle l'est quand même sur ce risque sanitaire environnemental. Si on fait un bilan, aujourd'hui, typiquement, les SPANC ont amené une amélioration pardon, du taux de conformité des installations neuves. Ça, c'est essentiellement lié au duo gagnant examen de conception, vérification des travaux. Hein. Le fait d'avoir ce double contrôle des SPANC ont permis que les installations neuves, on part en général sur de bonnes bases. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Réduction des risques sanitaires et environnementaux. Ça aussi, c'est lié au fait qu'avec les derniers arrêtés, on ne peut plus aller de son plein gré rejeter au réseau hydrographique superficiel. Avant, vous faisiez une filière drainée, malgré que vous aviez un sol très perméable. Si vous aviez un fossé qui vous tendait la main à 2 mètres, vous pouviez vous raccorder. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui, priorité à l'infiltration. Donc, mine de rien, le fait de ne pas se rejeter un réseau hydrographique superficiel, ça évite que si un jour il y a dysfonctionnement, on a un risque sanitaire. Et puis, je crois que l'ensemble des SPANC, l'ensemble des personnes qui œuvrent, des techniciens, techniciennes et autres, ont fait que l'ANC est reconnu mieux, en tout cas, comme un mode d'assainissement à part entière, et non plus comme une solution d'attente au réseau collectif. Donc ça, c'est le positif de ces 20-25 ans. Dans les points plus faibles, on observe trop d'hétérogénéité au niveau des pratiques d'un SPANC à l'autre, que ce soit dans la fréquence des contrôles, la tarification. Ça, à la rigueur, ça pourrait se concevoir, c'est propre au territoire. En revanche, l'appréciation d'une non-conformité, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on soit dans le nord ou dans le sud, avec les mêmes critères, il ne devrait pas avoir des différences. Et puis, on a aussi dans les points faibles aujourd'hui, et c'en est probablement une raison, un cadre qui est en sommeil, un PANANC qui n'est plus là. Donc, du coup, à partir de là, ça ouvre des brèches et certains viennent jouer un petit peu avec les limites du conforme, du raisonnable. Dans les points faibles, c'est aussi des manques de moyens humains et financiers, avec des collectivités qui n'ont cessé de grossir, des fusions, mais aujourd'hui des moyens humains qui n'ont pas forcément suivi. Et puis, dans les points faibles, c'est tout simplement ça, je crois qu'on est tous d'accord, même si Jérémy disait qu'il y avait
une volonté d'une collectivité sur deux d'accompagner dans la réhabilitation. La vraie question, c'est comment? Et c'est une difficulté puisqu'on a aussi des coûts de travaux de plus en plus élevés, hein, et puis des aides qui étaient très limitées sur les anciens programmes de l'Agence de l'eau, même si avec le 12e programme, on a une petite lueur d'espoir, mais on sera quand même très déçu vu les montants qui sont annoncés. Voilà, et dernière slide, bah, si on fait un bilan cette fois-ci un peu plus social, retour à l'usager, les critiques qui sont les plus récurrentes, en tout cas que moi j'observe, c'est des coûts de redevance jugés excessifs dans certains cas, des fréquences de contrôle mal perçues, trop rapprochées, injustifiées. Et puis parfois, ce que j'entends, c'est des manques de pédagogie, en tout cas dans la façon d'amener les choses et des disparités entre ce qui peut être dit. Dans les attentes qu'expriment ces usagers, c'est plus de transparence sur des critères de conformité. Pourquoi mon voisin, lui, est non conforme, enfin, pourquoi mon voisin il est conforme et moi je suis non conforme. De l'accompagnement financier, ça je pense qu'on est tous d'accord, on le voudrait tous. Et puis des simplifications dans des démarches, voire des harmonisations au niveau national. Voilà pour cette introduction. Alors le concept Spank 2.0, c'est en fait valoriser un service qui n'a pas forcément une image très attrayante en un service appréciable, utile en milieu rural. C'est un service aussi qui doit répondre aux attentes et aux besoins des usagers. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de bannir au maximum le mot contrôle pour aller sur du conseil, pour améliorer un petit peu aussi la performance des installations, parce que l'idée, c'est ça, c'est que on fait de l'assainissement pour améliorer la situation, je dirais, environnementale, sanitaire. On ne fait pas de l'assainissement pour faire marcher l'économie française. Et puis, dans l'idée d'un concept Spank 2.0, c'est aussi décloisonner peut-être ce métier axé 100% ANC en commençant à informer les usagers sur les possibilités de récupération d'eau de pluie ou de ce qu'on peut faire de ces eaux traitées. Alors, des exemples de mesures, je vous en ai mis quelques-unes pour que ça vous parle un petit peu plus. Euh, Vous avez quelques photos. Alors, à droite, vous avez un générateur de fumée où on voit bien que le tuyau le long de la haie qui n'est pas très loin de la limite de propriété, bah, il est pas plein, comme le disait l'usager, mais a priori, il est fondu. Donc, il y a des risques d'écoulement. Voilà. Et malgré que ce tuyau est enterré, on voit bien la fumée qui ressort par paquet. C'est quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il faut bannir cette idée qu'un service public n'a pas le droit de disposer du même matériel high-tech qu'une société privée. Moderniser l'exercice de la compétence, ça veut dire d'utiliser des outils. Quand on nous dit dans nos réglementations, l'arrêté qu'on doit identifier, localiser la présence d'ouvrage, comment vous voulez identifier, voire localiser, si vous n'avez pas d'outils? Donc, c'est aussi des fois la différence entre un SPANC conventionnel qui, lorsqu'il arrive sur le terrain, demande les éléments probants d'existence d'une filière, un usager lui disant «Je ne sais pas, j'ai acheté la maison, il paraît qu'il y a quelque chose, il n'y a rien». Soit vous vous arrêtez là et vous considérez qu'il n'y a rien, et avec une démarche de mise en demeure pour équiper un minima d'une installation, soit vous avez un petit peu de matériel et de se dire «Ok, vous me dites qu'il y a quelque chose, on va essayer». Et vous avez cette petite sonde flottante en bas à gauche bleue que vous mettez dans une cuvette DVC qui va flotter, avancer jusqu'au soi-disant ouvrage, et via un appareil que vous avez sur la photo de gauche ou plein centre, vous allez localiser l'aplomb et être capable de dire effectivement, il y a un ouvrage, il y a tant de centimètres de terre. Et ça change tout, de dire il y a quelque chose alors que dire il n'y en a pas. Dans quel état il est-ce qu'il est significativement sous-dimensionné, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement majeur? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, step by step, vous êtes capable de dire à l'usager, quand on reviendra, on ira un peu plus loin. Bon, ben là, je peux vous garantir que lorsque vous demandez la redevance, vous avez localisé l'ouvrage, et que vous avez dit à l'usager d'aller vite chercher une réhausse, parce que ça se bouchera soit le 25 décembre, soit le 31, bah, c'est gagné, quoi. C'est ça, un Spank 2.0. C'est de faire un peu plus que de dire est-ce qu'il y a des éléments probants? Oui, non. L'autre chose, c'est la mise en place des périodicités variables. C'est permis dans la réglementation, trop peu l'utilisent. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose, à mon sens, d'important. Vous voyez peut-être pas très bien sur votre écran, mais vous pouvez tout à fait, euh, je prends le pointeur, voilà, vous avez des périodicités selon la catégorie avec des obligations de travaux. Là, vous avez du 4 ans, du 4 ans, du 6 ans, et puis pourquoi pas du 8 ans. Alors, on parle toujours de non-conformité par rapport au titre des enjeux environnementaux sanitaires. Et une dernière mesure,
C'est de faciliter l'accès aux prestations d'entretien. On dit souvent que la pérennité d'un ouvrage, c'est un bon produit ou des bons matériaux, une bonne pose, une bonne réalisation, un bon entretien. On a aujourd'hui, en tant qu'administration, des possibilités, les collectivités, hein, de prendre ces compétences optionnelles, de passer des marchés pour obtenir des prix très attractifs. Et c'est ces prix attractifs qui vont pousser les usagers à peut-être entretenir leurs ouvrages. Donc, c'est optionnel, mais pour moi, dans l'opérationnel, ça devrait devenir une obligation. Alors, le concept Spank 2.0, quand je vous ai dit tout ceci, vous pouvez me dire c'est génial, mais c'est un concept qui a été testé, validé, adopté. Et je vous en mets la preuve avec une collectivité, je vous redonne le contexte, 20 000 habitants, 54 communes, parc d'ANC de 4 000 installations, un enjeu fort, hein, puisqu'on a quasiment un usager sur deux concerné par l'ANC. Bon, c'est une collectivité qui est passée d'un taux de satisfaction de 28% à 68%, alors que le coût de la redevance a été multiplié par deux sur certains contrôles. Donc, ça fonctionne. En tout cas, cet exemple-là est sans appel. Alors, puisqu'il m'est demandé aujourd'hui de vous présenter en détail l'audit, je vais vous présenter comment j'accompagne ces collectivités à la mise en œuvre du SPANC 2.0. Il y a 3 étapes. La première, c'est de réaliser un état des lieux pour que je puisse comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et le pourquoi. Ensuite, c'est d'élaborer des mesures 2.0 compatibles avec le territoire, les moyens humains, le service cible, et comment on va le déployer, quelle est la bonification de la mesure. Et puis une phase 3, qui est d'aider à déployer rapidement ces mesures. Ça peut être de l'appui administratif, ça peut être de la formation du personnel, de l'aide au choix du matériel. Sachant que ces 3 phases, elles sont dissociables. Il y a aujourd'hui des collectivités qui m'ont sollicité pour faire l'audit, mais qui derrière sont suffisamment compétentes pour mettre en place les mesures et puis les déployer. Il y en a d'autres qui vont me demander de les élaborer, mais elles les déploieront seules. Alors, sur l'audit, l'audit, c'est avant tout un outil d'aide au fonctionnement du SPAN qui va porter sur différents domaines. On va analyser des informations techniques, donc liées au déroulement des missions de contrôle, combien on fait de contrôle, qu'est-ce que l'on fait sur le terrain, quel matériel on utilise, quel est le discours, comment je le rédige dans mon rapport. L'administratif, ça va plutôt être tout ce qui va être touché aux avis de passage, règlement de service, RPQS, rapport d'activité, euh, fact- euh, facturation, je vais dire, ce sera plutôt le volet financier. Dans le financier, comment a été calculée votre redevance? Est-ce que vous équilibrez ou pas votre budget? Quel est le taux d'impayé? Etc., etc. Un audit, ça va être aussi un document, et là ça tombe bien, on va bientôt être en début d'un nouveau mandat, d'avoir un objectif de mandat, une feuille de route, qui va nous permettre de se dire, voilà l'état des lieux, voilà où aujourd'hui on souhaite arriver 5 ans après. En tout cas, c'est le point de départ si on veut moderniser un SPANC. Moi, personnellement, si j'ai pas cet audit, je suis pas capable de conseiller sur une approche 2.0. Alors, on va analyser le nombre d'ANC par commune, ce qui va nous donner l'enjeu d'ANC. On va apprécier la qualité du service rendu, cette fois-ci en réalisant une enquête de perception. Je vous la détaillerai un peu plus en détail. On va analyser les effectifs dotés pour le SPANG en équivalent temps plein. Ça c'est le côté RH, gestion organisation. Les missions de contrôle, c'est le volume d'activité qui va aussi nous renseigner. Le budget, hein, et principalement le montant des redevances. Et puis, dans les segments qui sont analysés, les pistes d'amélioration, les perspectives. En matière de méthodologie, soit on analyse tout le territoire, soit une partie. Ça, typiquement, il y a des SPAN qui ont une partie en délégation de service public et une partie en régie. Donc, ils ont peut-être envie d'analyser soit l'un, soit l'autre, soit la totalité. C'est toujours la même personne, hein, l'auditeur, qui mène du début à la fin l'audit. Ça tombe bien, moi aujourd'hui je suis tout seul. Mais si en tout cas demain la société venait qu'à se développer, euh, un audit c'est la règle de base, une seule et même personne. 4 phases en général, avec une durée qui est entre 4 et 5 mois. Une phase où on va passer du temps au sein de la collectivité, au sein de chaque agent. On va les accompagner sur le terrain, on va les accompagner derrière leur ordinateur pour comprendre comment ça se passe, que ce soit la gestion des appels téléphoniques, la rédaction des comptes rendus, le discours à l'usager. On va collecter toutes les données, tous les écrits qui peuvent émaner du SPANC pour les analyser.
les traités. Donc l'analyse de données, je vous ai fait quelques slides ensuite. Et puis ensuite, on restitue tout ceci via un résumé exécutif et une restitution finale. Je rappelle que l'analyse des données, en fait, elle est transmise par la collectivité. Pour ma part, quand je réalise un audit, je ne peux pas aller faire du porte-à-porte pour vérifier si ce sont bien en ANC. Ah, c'est trop conséquent. En ce moment, je travaille sur un audit, sur une collectivité où il y a 10 000 installations. Vous imaginez si je dois aller vérifier si c'est bien 10 000 et pas 9 000 ou 12 000. Alors, les données, qu'est-ce qu'on analyse? On va analyser le bâti et la population. On va analyser les missions, notamment volume d'activité, moyens humains, compétences prises. Les documents administratifs, je vous les ai cités avant. Le côté financier, et puis le côté ressenti, puisqu'il y a effectivement ce que moi je vais pouvoir observer sur un nombre de jours passés auprès des agents du SPAN et ce que je vais pouvoir interpréter à travers les documents. Mais ça ne remplacera jamais le ressenti, la perception des usagers, puisqu'on est quand même sur un service à l'usager, un service public. Alors, l'analyse du bâti et de la population, c'est ce qui va révéler l'enjeu de l'ANC. Le nombre de maisons en ANC plus la population concernée égale enjeu de l'ANC sur le territoire. Je vous rappelle, à titre d'information, là aujourd'hui, la moyenne nationale en France, c'est un Français sur 5, 20% de la population. Si vous êtes sur un enjeu de l'ANC à 40%, 50%, c'est un fort enjeu. Vous pouvez vous dire que là, il y a un électeur sur deux qui est en ANC. S'il y a 5% de votre territoire en ANC, peut-être que les élus, et ça se comprendrait, décident de moins investir dans un SPANC. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'analyser la représentativité de l'ANC au sein de l'intercommunalité. On appelle ça le poids stratégique. Donc, vous allez mieux comprendre sur ce graphique-là. On sait, commune par commune, quelle est celle qui a un nombre d'ANC important, qui représente 5%, 10% du parc total des installations. Et ça, ensuite, dans la stratégie, dans l'élaboration des commissions, on peut comprendre que certaines communes doivent faire partie des groupes de travail assainissement. Volume d'activité, c'est du très classique. On va analyser le nombre de visites de conception, de réalisation, de vente immobilière. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu les impondérables. Globalement, en faisant des moyennes sur les dernières années, on est capable de se dire, tous les ans, on aura globalement ça. Là, sur ce graphique, par exemple, il y a une année 2023 qui est incohérente, donc quand on fait l'audit, volontairement, on la sort et on fait une moyenne sur 2 ans. Dans les moyens humains, c'est de savoir quels sont aujourd'hui exactement en équivalent temps plein. Le nombre de personnes, ça veut rien dire, dédiées à l'ANC. Et ensuite, on va estimer les équivalents temps plein techniques nécessaires, les équivalents temps plein administratifs nécessaires, ainsi que le degré d'encadrement. Tout ça pour anticiper sur des enjeux de recrutement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du personnel formé et motivé. Dans l'analyse des documents administratifs, je vous mets juste un exemple, hein, le règlement de service. Typiquement, vous avez aujourd'hui des rubriques clés obligatoires, et l'idée, c'est de savoir dans chacune de ces rubriques si votre règlement il colle avec ce qui est demandé ou s'il y a des manquements ou des incohérences. Voilà, donc est-ce qu'on a des définitions? Est-ce qu'on a aujourd'hui des sanctions, le paragraphe sanction recours? Est-ce qu'on sait comment on peut modifier, enfin comment on peut contester un rapport? Alors dans les documents, hein, les principaux, c'est le règlement, c'est le RPQS, et puis c'est rapport d'activité du délégataire ou rapport d'activité, selon si vous êtes en régie ou en prestation. L'analyse financière, c'est aussi vérifier que ce qu'autorise la loi est vraiment respecté. C'est bête ce que je dis là, mais il y a encore beaucoup, il y en aura peut-être de plus en plus, je ne sais pas, hein, mais de redevances qui ne respectent pas, qui sont en tout cas demandées, sans respecter un des principes fondamentaux, à savoir une redevance est demandée une fois que le service est rendu. Dans le cadre d'un SPANC, c'est une fois que le rapport a été envoyé. L'annualisation, c'est interdit. Si on veut parler d'annualisation, il faut parler d'échelonnement, et celui-ci est possible, mais il doit rester exceptionnel. En aucun cas, il peut être imposé d'office à tout le monde.
Voilà. Et puis, ce qu'on voit aussi, on voit trop de tarifs qui sont souvent hors taxe. Je passe, hein, mais on a aussi l'analyse du taux d'impayé. Pour information, la moyenne France, c'est entre 3,5 et 4% en ANC d'impayé. L'analyse financière, bon, on va analyser des tarifs hein, au niveau des audits. Alors, on a des moyennes nationales qui datent un petit peu. On a eu 2016, on a eu 2020. Aujourd'hui, c'est plus ces prix-là, à mon avis, c'est même sûr. Il faut savoir qu'entre 2016 et 2020, il y avait eu une augmentation des tarifs de 43%, un peu plus de 40. Est-ce qu'aujourd'hui, entre 2020 et 2025, on aura à nouveau plus 40? J'en sais rien. Mais en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit. Et je vous mettais des exemples sur des SPANC qui ont opté une démarche 2.0. Ces tarifs peuvent faire peur, mais c'est ces mêmes tarifs, notamment, qui ont fait que la population est passée de 27 à 68%. Donc, tout ça pour dire que le tarif, si derrière il y a un vrai service de qualité, c'est pas forcément le premier point bloquant. Passons maintenant à l'analyse du service rendu. Je vais assez vite parce que je vois que le temps défile quand même très vite. C'était une volonté quand même de vous offrir un peu plus que, ben voilà, on fait des audits, il y a ça. C'est aussi de vous faire participer pour que vous voyez un petit peu des résultats. L'enquête, c'est de savoir comment les usagers perçoivent la qualité du service. Vous avez bien compris, il y a un nombre de foyers qui est variable selon le parc d'ANC qu'on audite. Quand on est sur des parcs à plus de 4000 installations, c'est entre 0,5 et 1%. Quand on est sur des parcs de 1000 installations, c'est entre 3 et 4%. Je vous parlais que là, je travaille sur une collectivité de 10 000 installations. On va plutôt être sur 1%. Ça fait déjà 100 appels téléphoniques. Croyez-moi que ça prend un petit peu de temps. C'est anonyme, bien évidemment. Pour que ça soit valable, il y a un taux de participation minimum qui est fixé à 80%. Et comment ça se déroule? Différentes questions. On veut savoir un peu la tranche d'âge, si la personne est locataire, propriétaire. 6 questions axées sur le SPANC. Vous allez découvrir ensuite, puisque vous aurez les résultats de ce que j'ai pu compiler jusqu'à maintenant. Une question facultative sur l'eau de pluie. Et ça dure plutôt 6-8 minutes que 4 à 6. Donc ce que je vous propose là, c'est de balayer très rapidement les résultats. Alors, vous avez bien compris, je suis une jeune structure, donc j'ai pas 20 ans d'expérience dans l'audit, donc j'ai pas forcément beaucoup de données. En plus, j'ai eu travaillé avec des petites collectivités, c'est pas péjoratif, hein, mais des petits parcs d'ANC. Donc aujourd'hui, j'ai globalement 90 foyers à vous présenter, avec un taux de participation à 89%. Ça donne quand même une petite tendance. Bon, ça, c'est la tranche d'âge, je passe assez vite. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les tranches d'âge sont représentées. Première information, est-ce que vous connaissez le sigle SPANC? Parce que les collectivités en parlent beaucoup. Bah, ce chiffre-là, il surprend quand même, quoi. On pense que c'est ultra maîtrisé, mais pas du tout. Quand vous interrogez des gens qui vont faire appel au service, qui ont payé le service, ils ne savent pas. Ils vont vous parler de la société des particuliers, de syndicats des professionnels de l'ANC. Le must que j'ai eu, c'est le service public d'agacement non contrôlé. Ça, c'est la petite perle. Celui-ci, j'aime bien le ressortir. Donc voilà, ça interroge sur la communication, peut-être moins communiquer sous nos SPANC. Ce graphique vous montre que dans le panel interrogé, on ne veut pas que des gens qui ont eu affaire au SPANC il y a moins d'1 an, et puis que des installations qui ont plus de 5 ans. Il faut aussi avoir un petit peu une ventilation sur les 5 dernières années du SPANC. Globalement, avez-vous été satisfait de la prestation du SPANC? On est sur des choses très, très factuelles, c'est-à-dire un, pas du tout satisfait, non satisfait, mitigé, satisfait, très satisfait. On est sur une note de 1 à 5. Hein. Pour que ça soit assez simple pour les usagers, bah, globalement, qu'est-ce qu'on voit? Plus de la moitié des personnes sont satisfaites ou très satisfaites. Hein. On est à plus de 53%, 28 non satisfaits, et puis vous en avez toujours un petit peu qui ne se prononcent pas. De manière plus précise, est-ce que ça vient satisfaction ou non satisfaction? On va essayer de comprendre de la prise de rendez-vous, tout ce qui va être avant la visite. Globalement, 73% sont contents du délai de traitement. Donc c'est rarement une histoire de traitement d'attente. 19 pas satisfaits, voire insatisfaits, mais ça reste quand même à peine, on va dire, 1 sur 5, quoi. Et puis le reste sans avis. Alors, lors de l'enquête de perception, on pose la question, là on va être un peu plus sur le côté terrain, il y a déjà toutes ces questions de savoir-être, entre la ponctualité et l'amabilité. C'est bête, vous pouvez avoir
un excellent technicien, un bon service, mais la personne a du mal à être à l'heure. Bah, des fois, il ne faut pas plus pour pénaliser. Alors, ça se corrige, hein. Quand c'est ça, vous me direz, c'est plus facile à corriger que une incohérence au niveau de l'évaluation des conformités. Pour faire simple, 85% des usagers sont satisfaits, voire très satisfaits. Donc, pas de souci, en tout cas majeur, sur les savoir-être du personnel Spank. Par contre, si on interroge plus sur le professionnalisme, là, c'est beaucoup plus partagé. On a des avis, on a 39%, hein, un gros tiers qui sont satisfaits, donc ça, voire très satisfaits. Mais on a quand même un tiers qui ne sont pas satisfaits du déroulement des contrôles. Ça, c'est ce qu'il en ressort. Alors, soit parce qu'ils ne sont pas en phase avec les conseils, soit ils n'ont pas apprécié la façon dont on leur a dit, etc. Je vous évoquerai les motifs de non-satisfaction. Et puis, on a 28% qui ne souhaitent pas se prononcer. Alors, quand je vous disais les motifs de non-satisfaction, que j'ai reformulé, hein, parce que des fois, c'était dit de manière un peu plus brutale, c'est ressenti négatif quant à l'attitude du technicien, évoquant avec un ton perçu comme peu bienveillant ou culpabilisant. C'est-à-dire qu'on fait culpabiliser la personne en disant non mais vous n'avez pas honte de rejeter vos eaux usées, c'est inadmissible. Vous avez des gens qui ont hérité d'une situation, d'une maison, qui ne sont pas forcément responsables. On me parle souvent aussi de manque de conseils concrets lors des visites. Pas de volonté d'accompagner. Je suis là pour du contrôle, je fais mon contrôle. Après, débrouillez-vous. Des avis qui divergent entre deux techniciens sur une même situation, ce qui peut générer une confusion. La manière d'annoncer la nécessité de réhabiliter, parfois jugée un peu brusque, manque de pédagogie, manque de professionnalisme, à la fois sous la forme de l'échange ou sous le contenu technique. Et puis, parfois, un côté trop discriminatoire vis-à-vis de certaines filières, où des usagers m'ont dit on n'a pas eu le choix que de changer notre process, alors que celui-ci est tout à fait permis. Je vise notamment les filières agréées qui ne sont pas toujours bien perçues auprès de certaines collectivités. Si je continue un peu l'enquête, comment jugez-vous ce service à la population? Là, on a quasiment la moitié, un sur deux, qui le juge utile, donc ça c'est plutôt déjà bien. Vous me direz, c'est que un sur deux. 22 qui sont sans avis, donc on peut considérer qu'ils ne savent pas trop. Et puis derrière, vous en avez 16% qui vont le juger de manière inutile. Et puis 13% totalement inutile, quoi. Donc là aussi, les motifs évoqués, c'est quoi? C'est le collectif, bah, c'est quand même mieux. Donc là, je vous redis texto ce qu'il m'a dit, hein. Deux techniciens, deux discours différents, ça n'inspire pas la confiance, pas le même traitement pour le monde, c'est pas équitable. Ça serait utile si les gens étaient compétents, ce n'est pas le cas. Tout dépend sur qui on tombe. Euh, je préfère largement l'assainissement collectif. On paie cher pour un service peu qualitatif, etc., etc. Et la fameuse question facultative, quand on parle aujourd'hui de récupération d'eau de pluie, de gestion des eaux à la parcelle, et là aussi, on se rend bien compte, quand on dit aux personnes, vous auriez aimé, à l'occasion de la visite du technicien, avoir quelques conseils sur la récupération d'eau de pluie. Juste dire, c'est possible, et voici les usages que vous pouvez en faire. Les arrosages extérieurs, laver vos sols, les WC, machine à laver. Vous voyez, rien que ça prend quelques minutes, une fois qu'on le sait. Je vous dis pas, enfin, je ne dis pas que c'est ça qui va faire que les gens percevront mieux la redevance, mais on est déjà dans cette approche un petit peu, je sors de mon cadre un peu évolutif. Voilà un petit peu pour, en quelques mots, cette enquête de satisfaction, et ça me paraissait être une bonne occasion de vous présenter ces résultats que je compilerai bien évidemment au fur et à mesure de l'avancement de l'émission, et je pense que dans quelques temps, ça pourrait être intéressant d'avoir cette vision de l'usager. Alors, sur l'audit, pour le conclure, il y a un rapport final hein, qui est bien sûr transmis, qui va prendre les constats clés, les recommandations concrètes. Il ne suffit pas de dire il y a ça, mais ma foi, débrouillez-vous. Là aussi pour donner déjà des premières pistes, des tableaux de synthèse, des analyses techniques. Comment ça se passe? Il y a un résumé exécutif qui est une restitution orale en comité restreint. En général, c'est élu, directeur, directrice. Et ensuite, il y a un rapport final qui a été édité avec une restitution à une commission assainissement, et en général, le personnel du SPANC est convié. Alors, dans les retours d'expérience,
Je vais aller assez vite. J'ai pris notamment deux élus. Un premier élu qui disait que lorsqu'il y avait eu cette fusion de deux collectivités, il avait été un peu étonné du peu d'amélioration du parc d'AMC. Il voulait rendre ce qu'il appelait, lui, sa logique de service public. Et c'est pour ça les élus ont été assez emballés hein, pour qu'on parte sur cette approche de 2.0 et qu'aujourd'hui, bah, ils ont les outils, en tout cas, ils savent quoi faire pour qu'effectivement les usagers apprécient le service. Ça, vous le verrez, et notamment, il y a aussi un autre point que je vais développer juste après. Il n'y a pas que la collectivité qui est gagnante, enfin, en tout cas, les usagers et les élus. Bah, l'autre témoignage, hein, c'est que cet élu nous dit l'audit a été un point de départ crucial pour comprendre notre positionnement actuel, la qualité du service offert à l'usager. Grâce à cette analyse, on a pu identifier les axes d'amélioration et définir une feuille de route pluriannuelle avec des objectifs clairs. Moi, je vous disais qu'il n'y a pas que les élus qui sont les grands gagnants, il y a aussi le personnel. Euh, les personnes que j'ai accompagnées me disent, en tout cas techniciens, techniciennes, ça a redonné du sens à nos métiers. Et c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient en mode robot, faire du contrôle pour du contrôle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. N'oublions pas que quand on parle de techniciens, techniciennes, c'est plutôt des gens techniques. Donc c'est des gens qui aiment investiguer. Pour investiguer, il faut du matériel. Et quand vous vous sentez bien dans ce que vous faites, quand vous avez des moyens vis-à-vis de la population, bah, vous n'avez pas envie de partir. Donc automatiquement, vous pérennisez votre personnel. Et quand bien même vous avez un départ, il est bien plus facile d'attirer des personnes quand vous proposez une approche 2.0 plutôt que de dire à un technicien qu'il aura au mieux une pioche et une paire de gants. Voilà pour les retours un petit peu rapides. L'idée étant quand même de vous laisser du temps pour les questions. Donc si on devait conclure hein, les premiers renseignements, ben, il y a énormément de conseils, de pistes d'amélioration sur le volet réglementaire. Aujourd'hui, beaucoup de visites sont caduques parce qu'elles ont été réalisées depuis plus de 10 ans ou parce qu'elles n'ont jamais été contrôlées. Au niveau administratif, trop de documents ne sont pas conformes. Je vise des règlements de service qui ne comprennent pas toutes les mentions obligatoires. Or, c'est vraiment le document qui doit être tip-top parce qu'en cas de litige, c'est le trait d'union entre la collectivité et l'usager. D'un point de vue RH, je pense qu'il faut améliorer la posture technique, la pédagogie des agents. Trop de retours au terrain font état d'un manque de clarté dans les diagnostics, parfois comme je vous le disais, d'une posture hein, culpabilisante. Hein. Donc typiquement, on est dans des volets communication. C'est tout le différence entre un agent d'un assainissement collectif et non collectif. Quand vous êtes sur votre station d'épuration, vous la pilotez, vous êtes seul. Là, tous les jours, vous êtes au contact de la population, ce volet com, et que moi, je mets particulièrement en avant dans mes formations. Euh, les, les techniciens, en tout cas les personnes me disent toujours, sur 28 heures, on a pris 3 heures, 4 heures pour parler de savoir-être, de savoir-faire, de réfléchir à comment moi je suis, quels sont mes savoir-être. C'est hyper important. Vous pouvez être le meilleur techniquement, réglementairement. Si vous ne savez pas communiquer, vous n'aurez pas votre place dans ce métier. Et puis ensuite, en volet technique, c'est d'aller sur une investigation de terrain renforcée, d'aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, soit on est dans ce cas-là administratif et on fait de l'instruction, mais on l'affiche haut et fort, et dans ce cas-là, le coût des redevances est plus faible, ou alors on est dans du technique et c'est pas une simple vérification administrative, on a besoin de terrain. Voilà, j'ai mis quelques pistes. Il y aurait eu le volet financier, hein, recalculer le coût réel de chaque contrôle, opter pour une comptabilité analytique. On peut aller très loin. J'ai un petit peu dépassé, je m'en excuse. Je vois qu'il est 55. L'idée étant de vous laisser quand même 10-15 minutes. Maintenant, si on dépasse midi 10, je pense pas qu'il y a mort d'homme. Eh ben, merci beaucoup, Anthony. C'était très, très complet et très, très intéressant. Je suis sûr que ça suscite des questions et des réactions. Donc, sachez que vous avez activé pour tout le monde vos caméras et vos micros. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. En général, c'est toujours la première question la plus compliquée. Souvent, on dit s'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été clair. Alors, c'est peut-être une manière de se rassurer soi-même. Mais n'hésitez pas que ça soit sur le contenu des formations. C'est-à-dire que là,
Je vous ai présenté l'audit. Si vous avez des questions sur les formations, euh, voilà, ne pas hésiter, ou sur d'autres questions liées à l'ANC ou l'ATEP, comment aujourd'hui on voit l'avenir de l'ANC, on essaiera d'y répondre. On a dans la conversation Aurélien qui nous dit merci et qui nous dit que oui, c'était très clair. Et merci à Aurélien. Moi, ça m'aurait intéressé d'avoir des retours sur cet audit, qui est quand même quelque chose, enfin, à ma connaissance, au niveau d'un SPANC, d'un ANC, ça n'a jamais été fait. En tout cas, je ne connais pas de société qui le réalise. Euh, c'est vrai, j'aurais aimé avoir un petit peu la perception. Je ne cache pas que quand j'en discute, alors j'ai souvent un personnel de responsable de service, technicien ou secrétaire, l'audit n'est pas forcément toujours bien compris. Il fait beaucoup plus écho lorsque je m'adresse à un directeur général des services ou à un élu. Donc je pense que là, parmi les personnes présentes, on a plus des personnes dans le dit dans l'opérationnel. Moi, je suis vraiment preneur, hein, sur ce qu'ils pensent de cette mission-là. Est-ce qu'aujourd'hui ça a du sens ou pas? Vous pouvez aussi le faire par écrit si la prise de parole. Oui, oui, donc il n'y a pas de question, c'était très très clair. Merci pour les présentations. On a une question, donc oui, si vous avez pris la webconférence en cours, pas de souci, il y aura le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de la TEP d'ici début de semaine prochaine. Le replay sera en ligne sur la chaîne YouTube. Alors, on a une question qui, donc Anthony, bonjour, est-ce qu'il serait envisageable de faire appel à vous que pour la partie analyse du règlement de service et administrative? Oui, ça se fait. J'ai des collectivités qui sont pas à 100% en confiance sur le règlement actuel parce qu'il a été fait souvent il y a des années, hein. On a vu qu'il y a des SPAN qui ont 20-25 ans et on me redemande de faire un petit toilettage, hein. Alors souvent, je vous cache pas, c'est comme dans une maison. Parfois, il faut mieux tout raser et repartir sur de bonnes fondations. Mais ça se fait, c'est une prestation, voilà. Alors ça varie selon la taille de la collectivité, mais c'est envisageable. Merci Anthony. Est-ce qu'il y a d'autres questions et réactions? Je vois qu'il y a Aurélien, je crois, qui est en train d'écrire. Donc oui, qui ne connaissait pas le principe de l'audit et qui va en parler à sa collectivité. Ne pas hésiter, hein, je suis aussi là pour ça, c'est-à-dire que c'est d'aller présenter cette démarche. Ça peut se faire aujourd'hui en webconférence, ça peut se faire in situ, hein. Moi, c'est aussi mon travail d'aller à la rencontre des collectivités, de présenter quels pourraient être les avantages de la mission, comment ça se déroule. J'ai aussi des plaquettes, hein, mais aucun problème. Je comprends que ce genre d'études, on a besoin de la présenter, d'en discuter et de voir quels sont les intérêts pour la collectivité. Me permet de rebondir Ouais, sur le message excuse. d'Anaïs. Merci Anaïs. Donc Anaïs qui a suivi une formation à Lons-Saunier. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Ce sont les apprenants qui témoignent. C'est une des spécificités, en tout cas, cette pédagogie active, j'insiste, mais
Pour être un ancien agent du CNFPT, où les formations étaient parfois très longues, je m'étais promis de ne jamais faire revivre ce que moi j'ai vécu. Et aujourd'hui, la pédagogie active, ça a vraiment du sens. Et je pense que, voilà, avec la vidéo 3D, analyser les différents process, être capable sous forme d'atelier de savoir que dans la pyramide des textes réglementaires, il y a un code général des collectivités territoriales, et ensuite un arrêté, et que si le CGCT vous dit qu'une collectivité ne peut pas être maître d'œuvre, que si dans un arrêté on parle de règles de l'art, c'est le texte du dessus. Vous voyez, toutes ces histoires qui sont importantes, parce qu'aujourd'hui on parle tout de suite de ventilation, de fausse toutes eaux, l'aspect communication, je vous disais. Donc, c'est aussi ça, aujourd'hui, ces formations, elles sont vraiment conçues pour se dire, quand vous sonnez à la porte de l'usager, ok, vous devez être armé techniquement, vous devez être armé réglementairement, mais vous devez avoir tout le package. Et pour un, avoir fait ce métier, pour deux, l'avoir encadré, et aujourd'hui, l'accompagner, puisque quand j'accompagne des techniciens sur le terrain, avec la petite caméra, j'entends les échanges, je les corrige. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense que c'est ce que je veux essayer un petit peu de retranscrire à travers ces formations, c'est cette connaissance collectivité territoriale, peut-être même bien avant que la connaissance produit. Or, aujourd'hui, on est trop sous le produit. On est trop sur des formations sur les produits agréés, les filières. C'est bien de les connaître, mais il y a des installateurs qui les connaissent, il y a des bureaux d'études. Nous, ce qui remplacera pas nos métiers, c'est le face-à-face vis-à-vis de l'usager, comment on analyse une installation et comment ensuite on va le restituer dans un document pour pas que notre élu soit en porte-à-faux, parce qu'on travaille pour des élus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, j'avais juste une question parce que vous parliez dans une des promesses là de disparité sur les conclusions de contrôle par rapport au cas de non-conformité. Est-ce que c'est envisageable d'avoir une trame sur laquelle vous vous basiez pour les conclusions de ce contrôle? Alors là, si vous voulez, moi je me base en fait sur la réglementation, c'est-à-dire que logiquement, on devrait tous arriver à la même conformité. À titre personnel, dans les formations, je ne sais pas si lorsqu'Anaïs avait fait la session, le cas s'était produit, mais sur du dimensionnement par exemple très basique, c'est-à-dire que là, dans nos missions d'examen à la conception, on doit donner un avis sur un projet. Quand vous présentez un projet d'une maison d'habitation, 3 chambres, un bureau, une buanderie, un salon séjour, bref, du basique. Parfois, sur des groupes de 6-8, je ne vous l'ai pas dit, en pédagogie active, on est maximum 8 personnes, des tout petits groupes pour énormément interchanger. On arrive à avoir 3 dimensionnements différents. Des personnes qui vont vous dire c'est 4 équivalents habitants, c'est 5, c'est 6. Vous imaginez la situation, c'est-à-dire que une personne dépose un permis, a déposé un projet de 4, le SPANC émet un avis de non-conformité parce que pour lui c'est une 5, parce que pour lui un salon de séjour de plus de 40 mètres carrés c'est 2 pièces principales, parce que le code des assureurs fait ça. Mais le code des assureurs, c'est pas le code de l'assainissement. On a déjà pas mal de codes, nous, hein, environnement, urbanisme, construction, mais jamais on a un système de surface. Bref, il y a une erreur, donc un refus. Le particulier, il veut son permis, il va donc mettre la filière que veut le SPANC, 5. Et comme je le dis souvent, pour boucler la boucle, les travaux se font avec une 5, avec un dispositif de 5 équivalents habitants, mais c'est pas cette même personne qui va vérifier les travaux, c'est son collègue. Puis son collègue, lui, il a bien vu qu'il y avait 4 pièces. Puis il dit, ah, vous avez mis une 5, parce que vous projetez peut-être de faire d'autres choses. Vous imaginez la réaction de l'usager. Donc, il y a un vrai malaise pour la collectivité, pour ce technicien. Voilà, c'est ça aussi, ce genre de disparité. Et après, dans l'existant, là, je peux le concevoir. Enfin, pourtant, je trouve qu'on a des outils qui sont assez clairs. On sait ce que c'est qu'un dysfonctionnement majeur, on sait ce que c'est qu'un significativement sous-dimensionné, on sait ce que c'est qu'un défaut de structure. On a vraiment des écarts de conclusion. On a même aujourd'hui, en tout cas dans ce que je vois des SPANC, qui ne savent pas avant d'aller faire une visite s'ils sont oui ou non dans une zone à enjeu. C'est-à-dire que la conformité, c'est une compilation de 2 données, un ensemble de paramètres que l'on connaît, c'est quoi un dysfonctionnement majeur, c'est quoi un défaut d'entretien, etc. Et après, couplé à est-ce que oui ou non je suis dans une zone à enjeu. La même installation, genre une installation incomplète, il n'y a pas forcément des obligations de travaux selon dans la zone où vous êtes. S'il y a une vente, ça c'est autre chose. C'est un petit peu ça que je veux dire. Et ça,
À titre de formateur, je vous le dis en toute transparence, moi je constate depuis 10 ans, 15 ans, un appauvrissement en matière de compétences, d'homogénéité des pratiques. Et on en discute dans le syndicat, on en discute aussi avec la FNCCR pour essayer de comprendre ce qu'il peut faire. Est-ce que ce sont les collectivités qui laissent moins d'accès à la formation à leurs agents? Est-ce qu'aujourd'hui les élus se sont éloignés du terrain et les agents se retrouvent esseulés? Je ne sais pas, j'ai quelques pistes, mais c'est un vrai constat. On a des vraies disparités en matière d'approche de conclusion. Merci pour cette réponse. Alors, on est arrivé à l'heure de fin. Enfin, s'il y a une autre question, on va la prendre volontiers. Sinon, il me reste à remercier Anthony pour sa présentation vraiment très, très, très complète sur le sujet, très intéressante. Vous pourrez retrouver tout ça, comme je vous l'ai déjà dit, en replay sur la chaîne YouTube. Il nous reste à vous remercier vraiment pour votre participation, d'avoir suivi cette webconférence et ce temps de questions-réponses très intéressant également. Vous réinformer que le jeudi 18 décembre à 11 h, il y a une nouvelle webconférence sous le même format avec un autre adhérent de la TEP, qui est la société Soprema, sur la réutilisation des eaux grises par phytoépuration en toiture. Donc, un sujet nouveau qui permet aussi d'élargir le champ des possibles, comme tout à l'heure Anthony élargissait à la récupération et utilisation d'eau de pluie. Ben là, voilà aussi un autre sujet d'avenir sur la gestion de l'eau à l'échelle des bâtiments et des parcelles. Donc, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous et on vous souhaite, c'est l'heure, donc un bon appétit et une bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.